Donc voilà, on va reprendre. Donc ici, on avait bien dit que on avait ici les foramen interventriculaires qui permettaient le passage, justement, l'écoulement du liquide céphalorachidien qui est fabriqué au niveau des plexus choroïdes, de ces deux parties ici. Et donc, on va avoir un écoulement ici par le foramen interventriculaire. Alors, si on continue, on est toujours à la page 24. Est-ce qu'on est à la page 24? Oui, on a fini la page 23, donc on est à la page 24. Alors, lorsqu'on observe la face interne d'un hémisphère cérébral, on remarque, premièrement, le corps calleux, ce fameux corps calleux ici. Sur votre schéma, il est aussi noté, donc il est sur le schéma juste en dessous. Le corps calleux, parce que le schéma que vous avez au-dessus de la page 24, il illustre la page 23 en réalité. Et donc maintenant, on remplit en fonction du schéma qui est juste en dessous, au milieu de la page 24. Lorsqu'on observe une face interne d'un hémisphère cérébral, on remarque le corps calleux, faisceau de fibres blanches assez dures reliant les deux hémisphères cérébraux. Ensuite, on va avoir qui sépare le lobe frontal interne de la circonvolution du corps calleux. Circonvolution, c'est gyrus, c'est la même chose. Et donc c'est bien la scissure calloso-marginale, que vous voyez dans le schéma juste en dessous. Ensuite, qui sépare le lobe occipital du lobe pariétal, c'est la scissure perpendiculaire. Donc ça, c'est bien perpendiculaire interne, c'est celle-là qui nous intéresse, parce qu'on ne la voit pas fort de l'extérieur. Et ensuite, sillon présent dans le lobe occipital, c'est la scissure calcarine. Je vous ai dit, c'est près de cette scissure calcarine que se situe la vision primaire, en tout cas. Et puis, on verra que la zone d'association, l'aire d'association se trouve un petit peu plus loin de la scissure calcarine. Et donc, c'est ici, c'est au bord de cette scissure calcarine que vont aboutir les informations nerveuses venant de l'œil. Donc, je vous conseille largement de prendre un stif et de passer par-dessus cette scissure calcarine et la scissure perpendiculaire, qui sont les deux importantes ici dans cette zone-là. Substance grise, là où il faut encore compléter. Une couche superficielle de 2 à 3 mm d'épaisseur recouvrant la totalité de la surface du cerveau. Cette fois-ci, c'est le cortex cérébral, puisqu'on est dans le cerveau et pas dans le cervelet. Alors ensuite, on vous dit, il y a aussi en matière grise des éléments profonds, qu'on appelle les noyaux centraux. Alors, ici, au niveau des noyaux centraux, je ne vous demande pas de connaître tout ce qu'ils essaient de vous expliquer par la suite. Vous voyez qu'ici, ce qu'on appelle les noyaux centraux, c'est principalement, je vous avais dit, ce qui était ici noyau codé. On va avoir ici putamen, globulus et pallidus, là, qui sont globus pallidus. Celui-ci, pas globus et pallidus, globus pallidus et ici putamen. Donc tout ça, c'est les zones de matière grise. Ce qui est en bleu, ici, ce sont mes ventricules, toujours, mais coupés d'une autre manière. Et alors en mauve, ici, je vais avoir le thalamus. Donc je vous conseille, et ça c'est l'hypothalamus, et l'hypophyse en dessous, il me semble, qui va être dans la selle turcique. Mais donc ici, ce que je vous demande juste de retenir, c'est qu'on a de la matière grise tout autour et on va avoir des noyaux gris centraux. Donc on va encore avoir de la matière grise au niveau central. On a aussi de la matière grise au niveau de la formation réticulée, comme je l'ai expliqué juste avant. On continue, page 25, le diencéphale. Donc on vous dit thalamus, je vous laisse lire ça avec l'hypothalamus, et on parle des glandes annexées. Donc au niveau du diencéphale, on trouve deux glandes qui sécrètent des hormones. Premièrement, l'hypophyse. C'est une très petite glande, 1,3 cm de diamètre, située dans la selle turcique de l'os sphénoïde. Donc c'est une partie structure de l'os qui justement arrive plus ou moins ici, sur lequel le cerveau vient se déposer. Elle est attachée à l'hypothalamus. Donc on a vu thalamus, hypothalamus. Donc c'est pour ça que moi je vous dis ici c'est le thalamus. Là c'est probablement l'hypothalamus. Et ici je pense que c'est justement l'hypophyse. Après c'est pas bien légendé. Donc elle contient un lobe antérieur et un lobe postérieur. Elle synthétise les hormones comme l'hormone de croissance ou la prolactine. Ensuite vous avez l'épiphyse sur votre schéma là qui est à l'arrière plutôt, et qui se situe, on l'a déjà vu, juste au-dessus des tubercules des quadrijumeaux. Et l'épiphyse, elle est attachée au toit du troisième ventricule et ressemble à une pomme de pin. Bon, je ne sais pas si ça c'est vraiment très intéressant. On continue.
Vous avez justement les deux qui sont dessinés ici, hypophyse et épiphyse, me semble-t-il. Elles ne sont pas légendées. Donc elle est là, mais elle n'est pas légendée. Donc si vous regardez, vous avez sur le schéma de la page 27, devant, celle qui est juste devant la protubérance annulaire, ça c'est l'hypophyse. Et derrière, au-dessus du cervelet, il y a une petite chose qui est en blanc, ça c'est l'épiphyse qui est au-dessus des tubercules des quadrijumeaux. Alors, le cerveau et la moelle sont enveloppés par 3 tuniques. Ok. Alors, ici, 3 tuniques qui sont donc bien les méninges, ici. Donc on a bien tout ça qui est entouré par 3 couches de protection qui sont les méninges. Premièrement, on a la tunique la plus externe qui est la dure mère. Ok. On va avoir la dure mère de manière la plus externe et ça se prolonge au niveau de la moelle épinière. La dure mère, on va la trouver ici aussi. Ici, on vous remontre, ici, dure mère, au niveau de la moelle épinière. Donc la dure mère. Puis la couche intermédiaire qu'on appelle l'arachnoïde. Ok. Arachnoïde, ici. Et on va avoir l'arachnoïde qui est ici. Et qui est une sorte comme on s'appelle arachnoïde, ça fait comme une toile d'araignée. C'est un peu fibreux comme ça, avec des éléments qui partent un peu dans tous les sens. Ça ressemble un peu à une toile d'araignée. C'est donc une membrane délicate de tissu conjonctif. Et puis ensuite, on va avoir la méninge la plus interne, qui est donc bien la pimère. Ok, qui est une membrane fibreuse transparente contenant de nombreux vaisseaux sanguins. Donc c'est bien la partie nourricière ici de ces différents tissus. Entre l'arachnoïde et la pimère se trouve l'espace sous-arachnoïdien, et c'est là où va circuler le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien qui a été fabriqué par les plexus choroïdes de mes ventricules, vous vous souvenez, et qui vont au niveau de l'aqueduc de Sylvius sortir, ici, on le voit là, et vont pouvoir du coup sortir et aussi venir du coup irriguer l'extérieur du système nerveux central. Et une partie va continuer au centre de la moelle épinière. Et donc ici, on va avoir justement par le canal de l'épendymie. Donc, le liquide céphalorachidien, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous laisse lire cette partie ici et donc de bien comprendre comment est-ce que tout ceci fonctionne. Donc ça, c'est pour tout ce qui est système nerveux central. Et donc ici, vous avez de nouveau l'épiphyse que vous voyez ici et l'hypophyse qui est ici en avant. Donc ça c'est pour le système nerveux central. Ensuite on va continuer sur le système nerveux périphérique. Après on en a quand même déjà beaucoup parlé en physio et en bio, on en a aussi déjà parlé. Donc il s'agit énormément d'études. Donc ici si on prend le système nerveux périphérique, c'est ce fameux schéma qu'on a déjà vu plusieurs fois en physio. Je vous laisse lire donc la page qui s'appelle page A, je ne sais pas pourquoi, avec les différents nerfs crâniens et les 31 paires de nerfs rachidiens. On vous montre un schéma à la page A1 avec à nouveau la sortie des différents nerfs, mais c'est de nouveau ce qu'on a déjà expliqué par rapport aux nerfs rachidiens, donc ils sortent de la moelle épinière. On vous montre à nouveau une coupe avec, à la page A2, une coupe avec les ganglions du système nerveux sensitif, le afférent. Et donc on voit bien l'arrivée avec la corne dorsale. On a dit que les ganglions sont situés au niveau dorsal. Et donc c'était bien l'arrivée des nerfs sensitifs. Et puis ensuite, on va avoir la réponse avec la partie motrice et donc ventrale, et là on voit que les ganglions sont situés ailleurs. Quand on dessine ces ganglions-ci, on est bien dans l'ortho ou le parasympathique, c'est donc bien de l'efférent, on n'est pas dans le sensitif, ici c'est bien l'information qui part de là et qui va vers les organes, et on vous a dit deux possibilités, soit les ganglions se situent à proximité de la moelle épinière, soit ils se situent à proximité des organes qui doivent être régulés. Et on avait vu que pour le parasympathique, ce qui est ici en rouge, pour le parasympathique, les ganglions, donc le relais, va se situer plutôt à proximité des organes, alors que pour l'orthosympathique, le relais ou les ganglions se situent plutôt à proximité ici de la moelle épinière.
Ok, donc ça n'est pas la même chose que les ganglions qu'on voit sur le sensitif. Hein. Les ganglions du sensitif, ils sont carrément là, ils sont vraiment collés. Hein. Mais ça, c'est le système nerveux afférent et non pas efférent. Hein. Donc c'était pour le sensitif. Ici, donc pour le moteur, on a des ganglions qui vont être un petit peu plus loin, mais relativement proches, ou bien beaucoup plus loin pour le parasympathique. Je rappelle, l'orthosympathique, c'est tout ce qui va réguler, donc dans le non volontaire, tout ce qui va réguler les situations de stress. Et le parasympathique, c'est toutes les informations qui vont être envoyées dans des situations plutôt de sieste, de relaxation. Ok, donc ça, on en a déjà parlé longtemps, donc on va pas le faire à chaque fois. Alors, ici, on vous remet à la page 69. On l'a vu, ce schéma-là, pour en anatomie oculaire, pour voir un peu le rôle sensitif et moteur de chacun des nerfs crâniens. Et donc ici, pour les nerfs crâniens, donc ça, autant ce qu'on voit ici, c'est bien les nerfs rachidiens. Pour les nerfs crâniens, vous les avez à la page 69, ou bien vous les avez dans votre cours d'anatomie oculaire. Ok, avec justement la partie motrice ou la partie sensitive de chacun des nerfs crâniens. À la page A4, A5, donc toute cette partie avec les différents nerfs crâniens, c'est la même chose que vous avez au niveau du cours d'anatomie oculaire, et vous devez connaître ceci absolument. Hein. Donc toutes les pages A là, vous devez les connaître pour l'examen. Alors, ensuite, système neurovégétatif, et donc c'est-à-dire donc bien de l'involontaire, et involontaire, donc c'est bien vers les viscères qu'on va, hein, neurovégétatif, et on vous reparle du système nerveux orthosympathique, donc avec un schéma B1 qui est similaire, et le parasympathique qui à nouveau est l'explication que je vous ai déjà donnée. Hein. Donc vous pouvez lire ces pages-là et vous devez les connaître. L'appareil auditif, à la page D, vous ne devez pas la connaître. Donc ça, je ne vais pas vous interroger là-dessus. Donc l'appareil auditif, vous pouvez retirer. Et on va arriver ici à l'appareil circulatoire. Ok, donc on a fini cette partie-ci. Ok, orthosympathique et parasympathique. On l'a déjà expliqué en long, en large, en bio, en physio. Donc je vous laisse lire les pages par vous-même. Et on va commencer l'appareil circulatoire dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous. Et je vous ai dit, je vous enverrai probablement des vidéos pendant Pâques, mais vous ne devez pas les regarder spécialement pendant cette période-là. Bonnes vacances à vous!